La coalition contre la vie chère n'est pas contente. Au lieu d'une diminution de 25 francs par litre de carburant, la coalition exige une baisse allant de 100 francs à 150 francs CFA. Un sitting est prévu pour revendiquer encore plus de baisse. Et puis un invité dans ce journal, le ministre de la Communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement, avec M. Frédéric Nikiema. Nous allons parler de réconciliation nationale et des réformes. Enfin, le 24e FESPACO aura lieu du 28 février au 7 mars. Au ministère de la Culture, on met les petits plats dans les grands. Le comité d'organisation de ce 24e FESPACO a été installé ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h. C'est sur la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, le Premier ministre, M. Yacouba Isaac Zida, a reçu en audience ce matin l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers et le directeur général délégué de la Société générale. Les fournisseurs burkinabés de biens et de services miniers ont exposé leurs préoccupations et demandé le soutien du gouvernement dans la réalisation de leurs activités. Et le directeur général délégué de la Société générale, lui, est venu dire tout l'intérêt de son institution à accompagner le gouvernement de transition. Reportage signé Nathalie Sawadgo Nabalou. L'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions et sollicité l'accompagnement du gouvernement pour plus de visibilité dans leurs actions. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre et le ministre tutelle, le ministre de l'Énergie et des Mines, pour ensemble discuter, voir dans quelle mesure nous allons avoir une grande visibilité au sein des fournisseurs en biens et services miniers. Les grandes lignes que nous avons abordées, c'est par rapport aux fournitures minières dont les services locaux n'arrivent pas à bien livrer. Donc on a eu à discuter beaucoup là-dessus et on espère avec les différentes discussions, nous allons pouvoir aboutir à des meilleures solutions. Le Premier ministre nous a accordé vraiment sa présence et puis nous a vraiment déterminé sa bonne volonté de nous accompagner. Le directeur général délégué de la Société générale, lui, est venu réitérer l'intérêt de son institution à accompagner le Burkina pour son développement économique dans cette phase de transition. Je voulais rappeler aux autorités de ce pays toute l'importance que le groupe Société Générale accorde à son développement africain. Nous sommes en Afrique depuis très longtemps, depuis 100 ans au Maroc, depuis 80 ans en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, depuis 20 ans pratiquement au Burkina. Et nous avons de manière continue accompagné le développement de l'Afrique et du Burkina en particulier. J'étais là pour indiquer au Premier ministre tout l'intérêt qui est le nôtre de participer au développement économique de votre pays, surtout dans cette phase de transition que vous traversez et qui, à bien des égards, m'apparaît exemplaire. Il a par ailleurs évoqué avec le Premier ministre le renforcement des actions de son institution au Burkina Faso. Et le Japon va soutenir le Burkina Faso dans l'organisation des élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain. Pour l'ambassadeur nippon, cette aide vise à maintenir la stabilité dans notre pays. M. Musato Futeshi a tenu ses propos au siège de la CENI après un entretien avec M. Barthélemy Kéré. Le reportage est signé Momoni Soubeiga. Le Japon s'intéresse beaucoup aussi la stabilité et la paix, et non seulement de Burkina Faso, mais aussi de cette région. On voudrait vraiment travailler, accompagner le Burkina Faso dans ses efforts d'organiser les élections présidentielles et législatives de manière transparente et libre. On peut acheter, par exemple, des véhicules, on peut acheter des cloisons, on peut acheter des boîtes de bottes. Et puis, ça c'est le premier pilier. Et puis, deuxièmement, le staff de l'ambassade du Japon voudrait participer à l'observation de l'élection. Et puis, troisième pilier, c'est on voudrait aider l'organisation non gouvernementale qui vont faire l'observation aussi. Et puis la coalition contre la vie chère n'est pas satisfaite de la baisse du prix du carburant de 25 francs. La coalition va organiser un sitting le 4 février prochain pour réclamer une baisse allant de 100 francs à 150 francs CFA. Reportage de Lamissa Jacques Tarpaga.
Le prix du carburant à la pompe a baissé de 25 francs il y a quelques jours. C'est insignifiant selon la coalition contre la vie chère. La CCVC estime que le coût de l'essence peut être réduit de 100 à 150 francs au moins. Et pour marquer sa désapprobation, la coalition observe un sit-in le 4 février prochain au siège du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à Ouagadougou et dans les directions régionales à travers le pays. Par cette action, la CCVC, une fois de plus, tient à réaffirmer son refus de faire payer par la population les passifs laissés par les dignitaires de la 4e République et exiger par conséquent que tous les auteurs de pillage, de fraude, de surfacturation, de détournement soient identifiés et traduits en justice. La disponibilité du gaz, surtout pour les ménages, est aussi une préoccupation. La coalition réfute les arguments du gouvernement sur la spéculation et le déficit dans les comptes de la Société nationale des hydrocarbures. C'est quand il y a rareté que ça crée la spéculation. Sinon, une matière qui est largement disponible, qui va monter un réseau pour spéculer sur une matière qui est disponible. Donc ça veut dire que ça ne tient pas la route. C'est un problème de remplissage, un problème de chaîne de remplissage qui ne répond plus aux besoins. C'est connu. Pourquoi cacher ça aux populations? La Sonabi, c'est vraiment une société que j'ai du mal à qualifier. Parce que d'une année à l'autre, la Sonabi peut monter en intérêt et l'intérêt fond subitement. Et la Sonabi se retrouve en déficit. Sans qu'eux-mêmes ne puissent dire aux différents cabinets qui les ont audités quel était le fond du problème. Parce que ça ne pouvait pas se dire. La coalition contre la vie chère invite le gouvernement à éviter le bras de fer. Elle entend aller en grève les 17 et 18 février si les revendications ne sont pas satisfaites. Et puis, depuis le 27 janvier, les travailleurs de la Brakina sont en grève de nouveau pour réclamer l'amélioration de leur niveau de vie. Et en réponse, le directeur général de la Brakina, Sidibou, a rencontré la presse pour préciser les conditions générales de travail des agents de cette entreprise. Le reportage est signé Evelyne Dabiré. L'objectif de ce point de presse voulu par le comité de crise de la direction générale de la Brakina a été de préciser différents points de désaccord entre cette société et les travailleurs. Et le désaccord principal qui fait camper chacun sur sa position est l'augmentation au double de leur salaire exigée par les travailleurs. La majorité d'entre vous qui êtes passés nous voir, à chaque fois qu'on a annoncé les 100%, vous souriez. Vous-même, vous souriez. Qui a vu 100% d'augmentation en basant un salaire par rapport à un chiffre d'affaires? Mais ça ne veut rien dire. C'est pas rationnel, c'est pas cohérent, c'est pas économique. Quelques chiffres ont été donnés pour expliquer le traitement actuel des agents de cette société. En l'état, une quinzaine de primes mensuelles et annuelles est allouée à chaque agent de la Brakina, dont 14 mois de salaire, la prise en charge totale des frais médicaux pour tous les agents, leurs conjoints et 5 de leurs enfants, et l'augmentation à 140 000 francs CFA de la prime dite de rentrée scolaire. Et dans une structure où le plus bas salaire culmine à 88 000 francs CFA, sans les primes mentionnées, le directeur général soutient que ce partenariat gagnant-gagnant peut perdurer si les délégués des ouvriers s'ouvrent au dialogue. Si les gens sont prêts à discuter, si les gens ont une réelle volonté de sortir de crise, on devrait trouver des solutions. Nous, en tout cas, on est dans cette dynamique-là. À charge pour eux d'être dans la même dynamique. Marc Posemantier, tout en reconnaissant le droit de grève, invite cependant les grévistes à respecter la volonté de ceux qui n'adhèrent pas au mot d'ordre. Quant à la reprise prévue pour le 30 janvier, le directeur général souhaite un dialogue cohérent et constructif, toute chose qui va minimiser les pertes cumulées par la Brakina, qui se chiffre à 500 millions de francs CFA par jour. Le ministre chargé de la communication et celui de l'économie numérique ont rencontré ce 29 janvier 2015 les directeurs de la communication et de la presse ministérielle. Au menu, l'identification des problèmes que rencontrent les DCPM en vue de trouver les remèdes. Reportage de Bouma Ernest Nébier. Identifier les problèmes que rencontrent les directeurs de communication et de la presse ministérielle DCPM, trouver des pistes pour relever le défi de la communication gouvernementale en cette période de transition, ce sont là les objectifs de cette rencontre du ministre en charge de la communication et celui du développement de l'économie numérique et des postes avec ces DCPM. On vient d'adopter une nouvelle stratégie de communication gouvernementale et elle est déclinée donc en 3 grands axes.
et les campagnes médiatiques, les campagnes hors médias et le rôle important que vont jouer les nouvelles technologies de l'information. Et les DCPM donc, ont un rôle majeur à jouer donc, dans ce dispositif et on a besoin qu'ils s'impliquent beaucoup plus, qu'ils prennent beaucoup d'initiatives pour nous permettre donc, de communiquer et donner l'information sur tout ce qui se passe au niveau de la transition. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées, mais quelquefois quand l'information ne suit pas, et la rumeur prend quelquefois le pas sur certaines réalités. Ces DCPM, qui sont aussi des gestionnaires de sites web, ont été invités par les deux initiateurs de la rencontre à utiliser au quotidien ces nouvelles technologies de communication. Cependant, l'utilisation de ces sites web dans les ministères rencontre d'énormes difficultés. Des difficultés parmi lesquelles l'insuffisance de formation conséquente, la faiblesse de la connexion Internet et l'actualisation difficile des sites. Il y a des difficultés dont les solutions peuvent être trouvées assez rapidement. En matière de formation, par exemple, nous allons assez rapidement mettre en œuvre un dispositif pour pouvoir former effectivement donc, les DCPM. Mais aussi, il y a des efforts que les DCPM également doivent faire. Ce que nous avons demandé également aux DCPM, c'est vraiment d'être proactifs également, d'être à la hauteur, je dirais, donc, des grands enjeux aujourd'hui donc, de la transition. En plus de ces préoccupations, les DCPM ont évoqué le manque de moyens financiers et matériels qui constituent un frein à leur travail. Le ministre en charge de la communication dit en être conscient. C'est vrai qu'il y a le manque de moyens matériels, le manque de moyens humains et financiers. C'est des questions récurrentes dans beaucoup de départements. Et nous essaierons donc de voir, dans la mesure du possible, avec le budget de l'État, comment essayer de les soutenir, mais aussi voir dans le cadre de la coopération internationale et l'appui que nous obtenons des bailleurs de fonds dans cette période de transition pour voir dans quelle mesure donc, on pourra obtenir des financements et pour les permettre donc, de jouer réellement leur rôle dans ce processus donc, de transition. Pour relever ce défi de la communication gouvernementale, selon le ministre Frédéric Nikeman, l'accent sera aussi mis sur les langues nationales. Et des réflexions sont en cours, a-t-il poursuivi, pour la création d'une direction de la radio rurale. Retour sur le plateau avec notre invité, le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Conseil national de la transition, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ce soir, nous allons parler de réconciliation nationale. On sait qu'il y a une loi qui a été votée le 23 janvier dernier au sujet de cette réconciliation nationale. On sait aussi qu'il y a eu auparavant un comité des sages qui avait planché sur la question de réconciliation. Quelle sera la spécificité, la particularité de cette commission qui est déjà adoptée, qui va être mise en place bientôt? Merci encore et bonsoir à tout le monde. Et cette commission, il faut dire que d'abord les questions de réconciliation et de réforme sont très importantes et sont au cœur donc, de l'agenda de cette transition. Et la création donc, de cette commission va nous permettre donc, de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Et elle devra aussi nous permettre de faire adopter, ou d'abord de proposer des réformes qui vont d'abord consolider le système démocratique et aussi de proposer des mécanismes de réconciliation pour que les Burkinabés puissent se parler, puissent se comprendre, puissent vivre ensemble et finalement donc jeter les bases d'une société plus démocratique où on pourra donc arriver à des réformes qui font du Burkina Faso un exemple. Et nous allons aussi bien entendu capitaliser sur les travaux qui ont été faits par le Collège des sages dans ce processus avec la commission réconciliation. Alors, comment se fera la désignation des membres de cette commission-là? La désignation des membres de cette commission, il y a un certain nombre de critères qui ont été donc précisés dans cette loi organique. Mais elle va compter 36 membres. 12 seront donc désignés par le président du Faso, 12 seront désignés par le Premier ministre et 12 seront désignés par le président du CNT. Et s'agissant donc des critères, ils vont tenir compte évidemment de la moralité et de la compétence. Il faut donc qu'ils aient donc des compétences, d'une expertise dans les différents domaines. Et il y a la question aussi du fait qu'ils doivent n'avoir pas soutenu l'article 37 et ne pas être apolitiques. Donc voici un certain nombre de critères qui devaient donc nous permettre d'avoir donc des membres qui nous permettent de travailler en toute sérénité dans cet ambitieux programme de réforme politique et de réconciliation. On voit bien que c'est déjà cadré dès le départ, mais ce sont les 3 têtes de la transition qui vont désigner. Vous n'avez pas peur qu'on pense que c'est une affaire seulement des dirigeants de la transition? Non, il ne faut pas voir le problème dans ce sens. Et si vous regardez bien les critères, et j'ai dit que le président du Faso désignait 12 personnes, le président du CNT 12 et le Premier ministre 12. Mais il y a dans la désignation, il y a 7 experts qui vont être désignés
et les 5 autres proviennent donc des différentes forces vives de la nation. Cela veut dire donc qu'on va prendre en compte les partis politiques, on va prendre en compte la société civile, on va prendre en compte les médias, donc on va prendre en compte les jeunes, on va prendre en compte les femmes. Donc c'est quand même, j'allais dire, un casting très représentatif, participatif, parce qu'on le veut inclusif, de telle sorte que toute la population, toutes les couches sociales se retrouvent donc dans ce processus. Mais ceux qui ont soutenu l'article 37, vu le dénouement, vous ne pensez pas qu'ils peuvent apporter une expérience, parce qu'ils ont été quand même durement secoués par leurs propositions? Je suis parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que la charte parle d'inclusion. Oui. Et la Commission, évidemment, verra dans quelle mesure on pourra donc aussi bénéficier du soutien d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aussi faire attention donc, et pour que les gens, peut-être, ou les personnes qui ont eu des positions très tranchées, et voilà, ne soient pas totalement prises en compte, mais qu'on trouve tout de même des mécanismes pour s'assurer que les points de vue donc, sont partagés et pris en compte dans le travail de cette commission. Mais depuis un certain temps, il y a des contestations récurrentes. Comment vous allez faire est-ce que les dispositions sont prises pour que la commission puisse se mettre en place et travailler de façon sereine? Oui, je pense que dans la loi organique, avec les critères de désignation mentionnés, et si on arrive à les respecter, là on fera tout pour les respecter. On devrait donc être à mesure d'avoir un certain nombre de responsables, d'experts, de représentants de la société civile et des membres donc, qui nous permettent donc de travailler en toute sérénité. On a vu que dans la loi organique, là, la commission va bénéficier d'une autonomie au niveau de ses finances et tout. Où est-ce que vous allez retrouver l'argent? Oui, il faut dire que pour faire un travail aussi important, il faut évidemment des compétences, il faut de l'argent. Et je pense donc que c'est pour cela qu'au niveau du budget de l'État, on va donc trouver les moyens pour soutenir donc, le travail de cette commission. Donc, pour répondre à votre commission, à votre réponse, l'argent donc sera trouvé au niveau donc, de l'État pour permettre donc, à cette structure de se concentrer et faire le travail de telle sorte qu'elle ne manque pas de ressources ni matérielles, ni humaines, ni financières pour faire ce travail. La commission a 5 mois pour déposer le bilan de ses travaux. C'est suffisant? Vous avez le temps? Oui, je suis d'accord que le temps semble court, mais en même temps, nous savons que la période de transition aussi, elle est courte. Donc, tout le monde est au courant de cela et je pense qu'avec le sacrifice que les uns et les autres feront, on fera tout pour respecter les délais. Et quand vous regardez aussi la charte, je pense qu'il y a la possibilité d'une extension au cas où. Mais je pense que ça, c'est l'exception. Et les membres de la commission feront tout exactement avec tous les moyens qu'on mettra à leur disposition pour s'assurer donc que le travail est fait dans les délais impartis de 5 mois. Quelle sera la période prise depuis 1960 jusqu'à maintenant ou bien c'est à partir du 30 octobre? Je pense qu'au niveau de la commission, quand le règlement intérieur sera fixé, ils seront en mesure de donner les modalités précises pour permettre donc de travailler et voir quelle période va être prise en compte donc dans ce travail. Est-ce que les travaux de la commission excluent le recours à la justice? Non, pas du tout. Parce que quand vous regardez... il y a 5 commissions, comme je l'avais mentionné. La commission Justice, Vérité et Réconciliation. Et quand vous regardez cette commission, ses attributions, c'est de s'assurer d'abord qu'on va procéder à des réformes au niveau du système judiciaire et essayer de dégager un certain nombre de mécanismes pour la justice transitionnelle et aussi se saisir des cas de crimes économiques et politiques. Donc ça permettra donc au cours de cette activité particulière de discuter avec les gens que ceux qui ont des preuves ou qui ont entendu des choses et qui ont participé à certaines activités de malversation, de pouvoir venir quand même s'exprimer. Et sur cette base, donc, les éléments pourront être consignés et transmis à la justice pour que la justice fasse son travail. Donc, il y a une certaine suite logique de telle sorte que cette partie-là doit nous permettre en tant que telle de prendre des mesures pour la manifestation de la vérité dans un certain nombre de dossiers. Oui, mais s'il y a une personnalité que la commission voudrait entendre, mais cette personnalité n'est pas au Burkina, comment faire pour que cette personnalité-là réponde? Là aussi, je reste persuadé que des propositions seront faites au niveau de cette commission et le gouvernement donc prendra les mesures pour s'assurer que la commission puisse travailler avec ce dont il a besoin. Et à quand le démarrage effectif des travaux de la commission? Il faut dire que la loi organique a été adoptée et quand vous regardez donc le processus, la loi a été transmise par la suite au Conseil constitutionnel qui va certainement dans les procédures à la publication au journal officiel et la promulgation par les autorités. Monsieur le ministre, Simon Gongo reviendra beaucoup plus en détail sur cette commission. Mais avant de nous dire au revoir, est-ce que vous avez un message particulier pour les populations qui vous regardent? Parce que comme vous l'avez bien campé, la question de réconciliation, de vivre ensemble, c'est une question récurrente et que tous les Burkinabés devraient vraiment mettre au centre de leurs activités, de leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir, avant qu'on se dise au revoir? Comme vous le savez, cette question de réforme, de réconciliation et de réforme est très importante pour l'agenda politique de la transition.
Donc nous invitons donc les populations à s'engager, à se mobiliser pour qu'ensemble on puisse participer donc aux travaux en apportant donc des contributions de quel que soit pour qu'on puisse à la sortie à y remettre un dossier et un document solide aux autorités de la transition qui vont charger donc de les mettre en œuvre à la fin de cette période de 5 mois. Ok, merci Monsieur le Ministre. Merci de nous avoir rendu visite. Si vous voulez rester avec nous pour qu'on termine le journal ensemble. Voilà. Ceci dit, capitalisation d'expérience et passage à l'échelle des bonnes pratiques. C'est le thème choisi pour le Fonds commun genre pour lancer la première édition de la foire aux approches de réduction des inégalités. La foire vise à valoriser les meilleurs produits des projets financés par le Fonds depuis 10 ans. Reportage signé Drissa Serré. Ils interviennent dans divers domaines, le financement, la lutte contre l'exclusion, la promotion de l'égalité hommes-femmes, la scolarisation des filles, la lutte contre les violences faites aux femmes. Le Fonds commun genre a réuni des exposants de référence pour relever le niveau de cette première édition de la foire aux approches. Le but est de capitaliser les meilleures expériences et promouvoir les bonnes pratiques de promotion du genre et de lutte contre les inégalités. Et c'est important d'être là parce que ça nous permet justement de communiquer autour de ces films, de sensibiliser tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité lors de la sortie ou lors de la campagne médiatique autour de cette campagne, de cette problématique-là, d'avoir les informations nécessaires et de s'engager dans une dynamique de sensibilisation pour faire mieux connaître le sujet. Cette première foire célèbre d'emblée les 10 ans du Fonds commun genre, une décennie d'existence ayant permis de mobiliser environ 3 milliards de francs CFA, ce qui a permis de financer plus de 70 projets. Le Fonds commun genre est une très belle idée parce que c'est une manière pour les partenaires du Burkina Faso de mutualiser leurs moyens et de les mutualiser pour une action en faveur de l'égalité de genre. Et ça, c'est un aspect de la satisfaction, mais l'autre satisfaction, c'est aussi les résultats. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller dans les détails, mais il y a beaucoup de résultats. J'ai vu beaucoup d'informations, y compris dans la recherche pour comprendre comment les choses se présentent, pour comprendre la situation au Burkina. Parce que si on connaît les moteurs de l'inégalité, alors on peut agir sur les moteurs de l'inégalité. C'est une très bonne chose parce que ces acteurs, ces partenaires se sont rendus compte d'un déficit à ce niveau et se sont engagés à accompagner. C'est parce qu'il y avait un besoin d'accompagnement et ils sont tous disposés à accompagner pour l'atteinte de cet objectif et nous saluons vraiment leur engagement. Par la même occasion, on a profité de lancer les projets 2014-2016 du Fonds commun genre. 6 contrats de plus de 630 millions de francs CFA ont été remis aux acteurs de la société civile pour promouvoir les activités genre. Avec cette nouvelle perspective, les membres attendent la participation d'autres partenaires pour renforcer les capacités du fonds. Des patrons d'entreprises sont à l'école de la fiscalité. L'initiative est du cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil. C'est un séminaire qui a débuté aujourd'hui sur les implications fiscales de la loi de finances gestion 2015. Reportage de Drissa Serré. Non, de Draman Guéné, s'il vous plaît. Domaine très complexe, la fiscalité est souvent mal comprise par les entreprises. C'est conscient de cette réalité que le cabinet Afrique juridique et fiscale Conseil explique ici aux responsables des entreprises les implications fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2015. La loi de finances, gestion 2015, a prévu des mesures nouvelles. Et ces mesures nouvelles, c'est par exemple l'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation de matériaux de construction en vue de la promotion immobilière. Et il faut aussi retenir qu'il y a l'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation de matériel informatique et de logiciels de gestion pour les entreprises, des institutions de microfinance relevant donc des systèmes financiers décentralisés. Et ensuite, il y a l'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation de matériel et des équipements pour les organes de presse. Pour Marc Sidouane Nguem, la loi de finances de 2015 a fait des réajustements dans le but d'assainir le recouvrement de la TVA. Au niveau même de toutes les dispositions, je pense que c'est dans le cadre de l'assainissement même de la TVA. Parce que beaucoup d'entreprises, par exemple, qui n'avaient pas un chiffre d'affaires de 50 millions ne reversaient pas la TVA.
Donc, et puis dans le cadre de l'institutionnalisation de la facture normalisée, il a fallu quand même assainir le secteur. C'est-à-dire que le critère du régime d'assujettissement même du régime, ce n'est plus le critère du secteur d'activité ou de la forme juridique, mais c'est le seul critère du chiffre d'affaires. La loi de finances de 2015 envisage la meilleure gestion des factures et aussi la promotion des médias et de l'immobilier. Le ministère en charge de l'hydraulique et ses partenaires sont en réflexion autour de la gestion intégrée des ressources en eau. Le secrétariat permanent du PAGIR entend mettre les bouchées doubles pour lutter contre la pollution en assurant une bonne gestion des ressources en eau. Reportage de Moumouni Soubeiga. Gestion intégrée des ressources en eau, définie comme étant une voie de résolution des questions liées à l'eau, reste confrontée à de nombreuses insuffisances. Les ressources en eau continuent de subir une forte pollution à cause de la pression démographique et à leur paillage, selon les spécialistes du département en charge de l'hydraulique. Et pour apporter une réponse appropriée à cette question, un projet de gestion intégrée des ressources en eau pour la période 2016-2030 est soumis à l'appréciation de ces acteurs du domaine. Nous avons mis en place 5 agents de l'eau. On a adopté 2 schémas directeurs d'aménagement de l'eau. Et il reste encore 3 schémas directeurs d'aménagement de gestion de ressources en eau qui doivent être adoptés par les 5 agents. Avec près de plus de 600 sites d'orpaillage. Donc vous voyez qu'il faut aller au plus pressé pour avoir de bonnes pratiques d'orpaillage et pour lutter contre la pollution. Ce sont des actions d'urgence qui doivent être prises en compte dans le plan 2015. Dans sa croisade contre la pollution des ressources en eau, le Burkina, à travers le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion des ressources en eau, bénéficie du soutien du Danemark. Le projet envisagé se veut une feuille de route dans l'optique de renforcer et d'assurer une gestion saine et durable des ressources en eau au Burkina. Le comité d'organisation du FESPACO 24e édition a été installé ce matin. Composé de 33 membres, ce comité est présidé par M. Désiré Ouédraogo. C'est un comité qui a donc fort à faire, d'autant plus qu'il ne reste que 30 jours pour la tenue de l'événement. Reportage de Frédéric Etienne Bassenga. 33 personnes commises à la tâche pour un FESPACO 2015 réussi. Sous la présidence de Désiré Ouédraogo, ce comité d'organisation du Festival panafricain de cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou, 24e édition, a 30 jours pour mettre tout en place pour que les acteurs du monde du cinéma d'ici et d'ailleurs puissent vivre l'événement dans toute sa plénitude. Les observateurs à l'extérieur nous regardent et ils se demandent que sera cette édition. Cette édition a beaucoup de défis. Nous sommes à une phase de transition où ce pays est passé d'une certaine époque à une autre, où les gens se sont levés pour dire qu'il faudra que politiquement, rien ne soit plus comme avant. Nous n'avons pas le choix, il faut que nous respectons effectivement cette vision. Ça, c'est un défi majeur. Et il faudra que dans tout ce que nous allons faire dans ce FESPACO, dans cette 24e édition, que ce soit réellement pour relever l'ensemble de ces défis. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup de personnes vont venir ici pour écouter, entendre et voir à quoi ça ressemble ce Burkina nouveau. À peine installé, ce comité d'organisation mesure l'ampleur du travail qui attend. Les difficultés identifiées déjà, Désiré Ouédraogo et son équipe entendent donc mettre tout en œuvre pour ne pas que ce FESPACO 2015 soit une édition au rabais, même si certains aspects tels que la cérémonie d'ouverture seront revus au regard de la situation économique du Burkina. Les défis liés aux problèmes de sécurité sanitaire, les défis financiers, et les défis technologiques liés au passage au numérique, et j'en passe. Donc ça, c'est un certain nombre de défis que nous devons relever assez rapidement. Bien évidemment, il y a le défi de la communication, parce qu'il y a, on nous laisse entendre que le FESPACO, pour le moment, n'est pas audible. Mais nous allons vous donner rendez-vous déjà dès la semaine prochaine et vous allez voir que les choses vont changer et que la communication autour du FESPACO va s'accentuer de sorte que tout le monde puisse être rassuré et de sorte que tout le monde ait les bonnes informations sur l'édition qui est en préparation. Cette année, le FESPACO passe au numérique avec plus de dépenses, même si son budget est resté de 500 millions de francs CFA. Le thème de l'édition, production et diffusion à l'heure du numérique, illustre d'ailleurs cette volonté du FESPACO. Cette 24e édition va se tenir du 28 février au 7 mars 2015 avec comme pays invité d'honneur l'Égypte.
Ils sont nombreux, les Burkinabés, à apprendre la langue chinoise pour raison d'affaires ou raison personnelle. L'ambassade de Chine-Taïwan dans notre pays a ouvert à cet effet le 23 janvier dernier un centre d'apprentissage de la langue. Reportage de Zalissa Sanfo. C'est une histoire d'amour chantée ici en langue chinoise. Ces jeunes prouvent ainsi qu'ils savent désormais parler le mandarin. Et ils sont aujourd'hui environ 500 Burkinabés à s'être déjà essayés à cet exercice et à le réussir avec brio. Pour les encourager et au regard de la demande croissante, l'ambassade de la Chine-Taïwan a décidé de leur ouvrir un centre d'apprentissage dénommé Centre de promotion de la langue chinoise. L'objectif du CPLC est de briser les barrières linguistiques à travers l'enseignement de la langue chinoise, car nous sommes persuadés que la culture a un rôle déterminant à jouer dans une société et peut contribuer au développement socio-économique d'un pays. Le projet de promotion de la langue chinoise a été adopté en mai 2008 lors de la 7e commission mixte de coopération entre la République de la Chine-Taïwan et le Burkina Faso. Sa concrétisation aujourd'hui est le symbole du dynamisme des relations entre les deux pays. Et le centre est accessible gratuitement à toute personne ayant au minimum le baccalauréat. Humanitaire à présent, la communauté libanaise vivant au Burkina Faso a fait un don de matériel et de consommables médicaux à l'hôpital Yareddo Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré, tous deux situés à Ouagadougou. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, ce lot de matériel va renforcer les capacités de ces institutions sanitaires. Reportage signé Draman Guéné. Des matériels médicaux techniques et des consommables d'une valeur d'un peu plus de 10 millions de francs CFA. C'est la composition du don de la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, fait à l'hôpital Yareddo Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré. Je sais que les hôpitaux en ont besoin tellement, que ce soit des produits médicaux, que ce soit des matériels de santé, quoi. Donc nous apportons notre aide aujourd'hui avec quelques matériels que j'espère qu'ils vont apporter un peu de l'aide, quelques soutiens aux malades. Ce lot de matériel va renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires bénéficiaires. Ça nous permettrait de pouvoir les utiliser à plein temps afin que ces structures qui sont bénéficiaires-là puissent améliorer la qualité de l'offre de service. Pour le directeur régional de la santé du centre, la qualité du matériel ne fait l'ombre d'aucun doute. Des techniciens des hôpitaux concernés ayant été consultés lors de son acquisition. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. À partir de demain jusqu'à dimanche, vous serez en compagnie de Godefroy Bazé pour le 20h. Tout à l'heure, ce sera Nathalie Kaoré qui vous présentera les dernières actualités. Au revoir et à bientôt.